Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tous d'être présents pour cette soirée exceptionnelle consacrée aux Moudjahidettes. Je vais vous parler rapidement du déroulé de la soirée. Donc, nous allons commencer par une intervention de Karima Ramdani, qui est docteur en sciences politiques et dont les travaux de recherche ont l'intérêt de ne pas concerner uniquement la période de la guerre de décolonisation, ce qui a été le cas pour les travaux précédents, mais qui s'intéresse au rôle des femmes pendant toute la période de la colonisation. Donc ça nous fera une mise en contexte plus large qu'habituellement. Ensuite, vous pourrez assister à la projection du documentaire Moudjahidettes d'Alexandra Dols. À la suite, on prendra une petite pause. Vous pourrez vous désaltérer. On montera au rez-de-chaussée pour reprendre ensuite avec les témoignages d'acteurs ou de témoins de cette période de la guerre de libération. Je reviendrai vers vous pour vous en dire plus sur chacun des intervenants. Je vous remercie. Pensez à éteindre vos portables. Bonne soirée. Bonsoir. Merci à tous d'être venus ce soir. Alors moi, je suis très contente d'être ici. Je vais essayer d'être assez brève, mais en même temps précise sur mon travail. Donc moi, je suis vraiment invitée en tant que docteur en sciences politiques. J'ai fini ma thèse en 2014 et j'ai effectivement travaillé sur l'histoire des femmes en situation coloniale. Et je me suis principalement... le contexte principal de mon travail, c'est 1830-1954. L'idée, en fait, c'était de comprendre l'histoire des femmes en situation coloniale et surtout d'essayer de comprendre comment on peut écrire l'histoire de ceux qui n'ont pas écrit, ou très peu. Et du coup... Donc moi, je connais Alexandra Dols, la réalisatrice, depuis nos années universitaires à la fac de Saint-Denis. Et du coup, on a eu plusieurs occasions de discuter de ce travail et de cette question des femmes en situation coloniale. Et donc là, je suis vraiment... disons que je suis ici plutôt pour le contexte et essayer de comprendre les femmes qu'on va retrouver dans le documentaire. Le contexte qui a permis à certaines femmes, du coup, de s'engager et les différentes formes d'engagement. Alors, mon premier point pose la question de ce qu'on appelle beaucoup, et dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est la réconciliation des mémoires. Ce que j'appellerais moi plutôt, comment on peut aller plutôt par ce qu'on appelle l'appel de la rédemption. Et je vais expliquer ce que c'est. Donc, je pars tout simplement de monsieur le président Emmanuel Macron qui, en 2017, il dénonce les crimes inexcusables pour la République en parlant notamment du 17 octobre 61, d'un crime commis sous l'autorité de Maurice Papon. Et pour moi, ces paroles, ces demi-mots, ces demi-mesures de ces dernières années prennent du sens dans un contexte où les expressions telles que tournant mémoriel, silence, lutte mémorielle, réveil d'une mémoire, devoir de mémoire, guerre de mémoire, bataille politique et mémorielle, négation mémorielle, réappropriation citoyenne, la commémoration, les hommages, la réparation et la repentance sont des expressions qui sont de plus en plus questionnées ces dernières années, exposées et parfois même malmenées et incomprises dans différentes sphères politiques et notamment dans le champ des savoirs intellectuels et aussi dans les mouvements sociaux et artistiques. Alors, même si les mots sont importants, il faut absolument les interroger et il faut les interroger, les contextualiser et poser aussi la question des actes. Et par exemple, c'est vrai que là, en organisant cette soirée avec Madame Dols, on a souhaité inviter une moudjahida d'Algérie qui n'a pas eu son visa, et on en reparlera tout à l'heure. Donc, par exemple, la question des visas et ce refus en masse d'empêcher la circulation des individus, des intellectuels, des militants et des acteurs sociaux. Ces refus méprisent l'humain et entravent la circulation des savoirs et la circulation des mémoires et permettent vraiment de poser la question de l'acte. Donc, dans cette hypocrisie-là de clamer la réconciliation des mémoires et les apaiser, soit, c'est vrai que c'est important, mais il faut aussi que les récits puissent être exprimés, racontés et discutés. Alors encore, je pense plus fort que le travail de réconcilier les mémoires,
encore plus fort que ce qu'on appelle le devoir de mémoire, je pense qu'il est important de faire ce qu'un philosophe sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Benjamin, appelle à la rédemption du passé. La délivrance du passé, ça exige la transmission des histoires des vaincus par leurs héritières et leurs héritiers. Et c'est dans cet esprit et dans cette perspective que j'espère la rencontre de ce soir et selon moi peut être le point de rendez-vous en fait entre les générations passées et la mienne, et entre les générations passées et tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Alors il appelle et il parle de l'à-présent. Et cet à-présent, pour Benjamin, c'est connecter des moments précis de l'histoire coloniale avec des moments actuels. Et dans cet à-présent, il faut comprendre que chaque instant du présent va communiquer avec un instant du passé, et qu'ils se croisent et qu'ils fusionnent ensemble. Et pour moi, cette question-là de la fusion du passé et du présent, ça permet et ça raconte et ça permet de comprendre le contexte postcolonial dans lequel on est aujourd'hui. Et cette rencontre ce soir nous plonge en fait dans ce passé-là. Cette soirée est le lieu d'une rencontre, notamment après la projection, inspirante et exaltante, mais aussi, on va voir, très douloureuse. Alors, mon écriture et mes travaux de recherche s'inscrivent indéniablement dans une lutte, du coup, celle de libérer une parole, un vécu et de raconter des expériences complexes et passionnantes. Dès le début des années 2000, dans le contexte qui m'a poussée à travailler, c'est évidemment toutes ces représentations qu'on avait sur les femmes musulmanes, qu'on appelle musulmanes, donc supposées, si vous voulez, musulmanes, et toutes les caricatures qu'il y avait. Et en partant de cette indignation, parce que je ne reconnaissais pas les femmes de mon entourage, je me suis intéressée à cette question-là de la représentation des femmes, et ce qui m'a fait remonter au passé colonial et toute la représentation et les caricatures qu'on avait déjà à l'époque. Et donc ma réflexion depuis plusieurs années, c'est d'essayer de répondre en partie à cette attente de rédemption du passé, en s'interrogeant sur ce qui de l'histoire coloniale produit encore des effets aujourd'hui. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention de vouloir combler tous les silences, et d'ailleurs personne ne peut le faire. Et c'est vrai que dans mon travail, la narration n'a pas non plus de prétention d'être véridique et vraie, mais d'essayer d'être valable. Et c'est le fruit vraiment personnel d'une réflexion qui n'avait vraiment que pour seule ambition, c'était celle de soulever des questions, en fait, aux réponses, et éventuellement de titiller certains esprits. Alors, mon hypothèse partait aussi bien d'une indignation que d'une intuition par rapport à cette idée de « je ne reconnais pas ces femmes », je ne les reconnaissais pas. Mais pour moi, en avançant dans mon travail, je me rendais compte que finalement, cette question-là de la représentation permettait de soulever un problème plus important qui est de l'invisibilisation de ces femmes dans différents contextes, et notamment le contexte colonial. Parce que le corps de ces femmes, en avançant dans mon travail, était effectivement le point de mire de tous les regards, c'est-à-dire que c'est un objet qui fait peur et qui fascine en même temps. Et dans tous les débats, qui est aussi bien passés qu'actuels, on a très peu entendu ces femmes, et elles ont été exclues des espaces de discussion. Et dans ce processus d'invisibilisation, et c'est dans ce processus qui continue, que le passé colonial s'immisce clairement dans notre présent. Et du coup, les expériences de ces femmes, souvent, ont été rendues invisibles, en ce sens où elles n'étaient pas complètement absentes des narrations, mais elles étaient au contraire visibilisées en tant qu'objets, objets d'études, et dénigrées dans leur statut d'actrice, notamment d'actrice historique et politique. Et donc c'était souvent des objets obsessionnels. Elles ont hanté l'imaginaire colonial dans les récits de voyage. Et c'est aussi en tant qu'objet mystérieux qu'elles ont suscité de nombreux travaux d'écrits, notamment de savants, de médecins, etc., dans les discours scientifiques. Donc leurs paroles et leurs actes, pour la plupart, étaient relégués dans le domaine du détail ou du superficiel ou de l'émotionnel. Donc c'était un sujet qui intéresse et intrigue, mais ces femmes étaient vraiment des objets de connaissance et rarement représentées ou même racontées comme des actrices ou des productrices ou des narratrices de l'histoire. Or, aujourd'hui, c'est clairement ce qu'on appelle, et c'est le défi de tous les travaux et toutes ces prises de parole ces dernières années, et qu'on aura aussi lors du débat, c'est vraiment de contrecarrer l'histoire des vainqueurs, qui est dominante aujourd'hui. Et comme le dit le philosophe, donc toujours Benjamin, ce sont toujours les héritiers des vainqueurs qui marchent
sur les corps de ceux qui gisent à terre. Et c'est pourquoi l'historien doit s'en écarter autant que possible de cette transmission. Et tous ces discours et toutes ces représentations ont produit clairement de la réalité coloniale et elles ont été utilisées de manière répétitive comme instrument de pouvoir. Et toutes ces théories hasardeuses sur la vie des colonisés et en particulier des femmes ne sont pas simplement restées confinées dans les livres ou immortalisées dans des photographies parce qu'elles ont créé des pratiques qui, à leur tour, ont inspiré des théories douteuses qui sont actualisées aujourd'hui. Du coup, sur mon travail, plus globalement, je me suis intéressée à la question de la résistance des femmes. Et sur cette idée de comment raconter l'histoire effectivement des femmes qui n'ont pas écrit et comment mettre en avant ces femmes-là en tant qu'actrices et sujets d'histoire et pas simplement en tant qu'objets. Alors, c'est vrai que ces dernières années, il y a de plus en plus de travaux sur la période coloniale, en particulier sur la guerre d'Algérie. On en trouve un petit peu moins sur cette période-là de 1830 à 1954 pour différentes raisons. Hein, et la première, c'est évidemment la question des archives. Et c'est une période assez longue, là, 1830-1954, qu'il faut quand même diviser, historiciser, contextualiser parce que c'est une période très, très longue. Donc, il y a aussi cette idée-là de pouvoir raconter ces histoires-là avec un concept clé qui est important aujourd'hui, qui est la question de la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire être résistant, en fait du coup, c'est vrai que ça me permettait de faire beaucoup, dans mon travail, d'être en écho avec les travaux d'aujourd'hui, parce qu'on entend de plus en plus, heureusement, parler des moudjahidettes, des moussabilettes, les fidaïnes, etc. Et je voulais essayer de comprendre ces mots, est-ce qu'ils ont du sens sur la période avant la guerre de libération et faire clairement ce qu'on appelle l'éloge de l'anachronisme. Donc, je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est un peu cette idée-là. Et c'est important donc, d'aller plus loin et de questionner ces résistances-là et comment la résistance, c'est un concept polysémique qui peut prendre plusieurs sens, qu'on peut avoir la résistance armée, effectivement, donc ceux qui clairement ont pris les armes, notamment chez les femmes, mais qu'il y avait aussi d'autres formes de résistance notamment dans ce qu'on appelle les résistances passives, dites passives. Et donc, je me suis clairement intéressée à ce qu'on appelle la force des faibles. Et comment, au quotidien, les femmes en situation coloniale ont marqué, montré, énoncé, dénoncé une situation coloniale et avec différents exemples. Donc, je me suis... Alors, ça m'a pris énormément de temps, mais je me suis vraiment focalisée sur cette question-là du sujet politique en tant que sujet résistant pour essayer de comprendre comment la résistance, c'est dans cette notion polysémique, il y a une diversité de femmes et il y a une diversité d'engagement et il y a une diversité de mobilisation. Et que effectivement, on avait celles qui refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école, on avait celui de refuser, par exemple, de se faire soigner par des médecins, etc. Donc, il y avait différentes stratégies au quotidien qui permettaient de montrer clairement qu'on était en position d'insoumission, en fait. Et du coup, ce qui m'intéressait dans ces différentes stratégies qui ne sont pas forcément conscientisées, dans le discours colonial, on va voir que c'était ce qui était perçu comme du mépris, du détail, ou parfois qui ne prenait pas sens dans l'histoire. Mais si on va au fond des choses, on comprend qu'il y a du politique, en fait, et que même la définition de la résistance et du sujet politique, c'est malheureusement, longtemps, ça a été des définitions européano-centrées qui ne permettent pas de voir la pluralité de ces définitions dans d'autres contextes. Ça, je m'inspire évidemment de toutes les théories postcoloniales et notamment des études subalternes qui permettent et qui pensent que si on veut travailler sur ces contextes-là et si on veut notamment travailler sur le point de vue des femmes, sur ces histoires-là, on est obligé de décentrer son regard et de questionner les concepts parce que les concepts évoluent selon la société et ceux qui vont les dicter. Donc j'ai essayé, tant bien que mal, d'essayer de découvrir un petit peu des différentes stratégies. J'ai découvert effectivement qu'il y avait des femmes qui étaient plus ou moins visibilisées par rapport à d'autres. Donc c'est vrai que sur la période 1830-1954, sur la résistance armée, on va beaucoup parler, il faut toujours minimiser en fait le beaucoup quand c'est l'histoire des femmes et en plus indigènes.
vu les rapports de pouvoir, mais on va parler de Lalla Fatma Nsoumer, par exemple, sur cette période-là de l'histoire. Mais j'ai découvert aussi d'autres personnages comme Leila Zineb Kassimia, donc les gens qui étaient aussi, qui faisaient partie de la Zawiya, et donc la question aussi de la religion ou de ce qui était perçu comme des pratiques religieuses. Et là encore, il faut définir, parce qu'on n'est pas dans une définition de l'islam comme on peut comprendre aujourd'hui de la pratique aujourd'hui, mais plus dans les rituels en fait. Il y avait aussi des personnages. Il y avait aussi toute la question des femmes qui étaient déjà engagées donc avant 1954 et qui faisaient partie des mouvements nationalistes et qui étaient dans ce travail-là de sensibilisation, de sensibiliser les autres femmes sur la question nationale, etc. Donc il y avait une diversité et il y avait des noms qui plus ou moins ressortaient dans les archives. Donc il y a des femmes qui sont plus ou moins visibilisées. Et puis il y avait d'autres femmes anonymes qui lui posaient la question aussi de ces résistances-là, de ces femmes qui étaient moins connues. Et c'est pour ça que je me suis notamment intéressée à la tradition orale et à des actions atypiques, comme par exemple les youyou. Et dans ma thèse, par exemple, j'ai une partie sur les youyou, donc les cris stridents des femmes, et j'ai essayé, en m'appuyant sur d'autres recherches, notamment de chercheurs algériens, sur comment ce cri festif pesait et prenait de l'importance aussi sur les champs de bataille, et comment on pouvait raconter, et comment on a souvent oublié que, par exemple, avec Lalla Fatma Nsoumer, il y avait une centaine de femmes, parfois, qui étaient avec elle derrière, et qui faisaient leur youyou pour encourager tous ceux qui luttaient, etc. Et comment, donc, il était important de parler de ces femmes-là, et de conceptualiser même cette question-là des youyou et comment ça peut être perçu comme une forme d'engagement et de militantisme. J'ai aussi travaillé du coup sur la tradition orale. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est hyper important de revenir sur l'importance de la transmission orale, parce que même aujourd'hui, avec la révolution d'Internet et le numérique, on se rend compte, et on va le voir, je pense, pendant le débat, que la transmission familiale déjà. Souvent, parfois, ces femmes-là qui ont fait des choses extraordinaires durant cette période ne l'ont pas raconté forcément où ont pris la question du temps, d'ailleurs, est très importante. Elles vont souvent d'abord commencer par raconter à un membre de la famille et ensuite comment cette transmission-là va être le moteur pour ensuite, aujourd'hui, permettre à des gens d'aller faire des entretiens, des documentaires autour de ces questions-là. Je me suis beaucoup intéressée donc à tout ce qui était aussi poésie, en fait, et comment la poésie et ces femmes-là, donc, qui ont raconté aussi la colonisation, et comment on peut, à travers des chants, mais aussi des poèmes, des jeux, parce que j'ai aussi travaillé sur un jeu qui s'appelle la Boukhala, qui est de la poésie orale. Comment, à travers ça, on a clairement une narration. Ce sont des manuels d'histoire, si vous voulez, ou des livres d'histoire qui racontent cette période-là de l'histoire. Et c'est intéressant parce que c'est très riche, c'est très diversifié, et que la poésie orale, elle permet aussi d'aller, pas seulement d'être focalisée sur les femmes des villes, par exemple, mais on peut aussi aller connaître l'histoire des femmes dans plutôt les milieux ruraux. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai été amenée à travailler sur celles qu'on appelle les azriettes, qui sont des chanteuses et des poètes des Aurès, dont le métier on les invitait du coup pour faire un peu le divertissement dans les célébrations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans leurs chants et dans leurs poèmes, elles reprennent des personnages importants de ce qu'on appelait avant les bandits d'honneur, donc des gens qui ont littéralement été en guerre contre les Français, et comment elles vont se réapproprier en fait cette culture-là. Et tout ça pour dire, et ce qui est intéressant, c'est que dans ce travail-là que j'ai essayé de faire, c'est aussi bien de re-questionner la question de la résistance d'un point de vue de changer, de plus aller dans une vision européano-centrée de la résistance politique, mais c'est aussi de penser la question de la résistance du point de vue des femmes. Parce que, par exemple, sur le cas des azriettes, c'était souvent des femmes qui vivaient seules, qui étaient soit veuves ou divorcées, ou qui avaient été rejetées par le mari pour X raisons, et qui se retrouvaient seules et qu'il fallait, subvenir à leurs besoins. Donc, certaines travaillaient le tapis et différents arts, mais elles avaient en compensation aussi ce travail de chant et de musique. Et ce sont clairement
c'est clairement un groupe féminin qui est indispensable pour la transmission aujourd'hui de l'histoire coloniale en Algérie, mais en même temps qui a été malmenée, en fait, qui a été malmenée notamment, et ça c'est important de le dire, par les nationalistes à l'époque, parce que elles étaient malmenées aussi bien par les colons qui utilisaient cette image des Ezriya comme un peu, ça reprenait un peu cette image de mauresque, de femmes prostituées sans valeur, sans pudeur, de mauvaises femmes. Et en même temps, les nationalistes voyaient dans leur mode de vie et d'expression une mauvaise image de la femme algérienne comme elle était perçue et construite. Et notamment ceux qui avaient aussi un penchant plutôt religieux, qui voyaient ces traditions-là comme ce qu'ils appellent des bid'ah, donc des traditions, des mauvaises traditions qui étaient contraires à la religion, dans une nation, encore une fois, qui se construit. Parce que là, on est vraiment dans la construction d'une nation et il y a des choses... Et la culture est importante. Et ces femmes-là, par exemple, ont été très vite exclues. Et on leur a interdit de chanter. Et les gens ne pouvaient plus, par exemple, les inviter dans les mariages. Donc, je me suis trouvée à re-questionner tout ça et à aller chercher au fin fond de la tradition orale en remarquant finalement que quand on essaie de comprendre l'histoire coloniale sous le regard des femmes indigènes, c'est comprendre que ces femmes-là, elles étaient sur différents fronts en fait et différentes batailles, ce qu'on appelle critique multiple, parce qu'il y avait aussi bien la question effectivement de lutter contre le système colonial, mais il y avait aussi toutes les traditions et les carcans patriarcales qui faisaient que parfois il fallait négocier. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai été amenée à questionner et reprendre un concept important d'une chercheuse qui s'appelle Saba Mahmoud, qui s'appelle l'agency. Et l'agency, c'est ce qu'on appelle la capacité d'agir. Et je pense que ça, c'est hyper important aujourd'hui dans le travail de devoir de mémoire et de transmission orale, d'essayer de sortir, quand on veut raconter l'histoire, de sortir des histoires un peu mythiques et nationalistes d'héros et d'héroïnes, et d'aller dans la complexité. Et le concept d'agency, ça permet de sortir de ce paradigme de soit je suis résistant, soit je suis soumis. Et ça permet de comprendre que dans une seule vie, chacune de ces femmes que j'ai pu rencontrer dans les archives et dans mon travail, notamment les anonymes, c'est que c'était beaucoup plus complexe et que chacune a dû négocier et que les rapports de pouvoir étant différents, on négocie même nous aujourd'hui et que dans notre construction de nous-mêmes et dans la fabrication de notre identité, de nous en tant que sujet acteur de l'histoire, dans cette négociation, parfois, on se soumet à certaines normes patriarcales parce qu'on a un autre objectif et enjeu prioritaire qui est, par exemple, de lutter contre le colonialisme. Et les femmes ont dû faire parfois ce choix-là. Et donc, dans cette idée d'agency, ce qui est important, et je pense que c'est indispensable pour la suite du travail sur la transmission, et la question de la mémoire, c'est vraiment de ne pas rester dans cette vision très manichéenne et binaire de l'histoire, surtout de tous les contextes en fait, historiques, de dire qu'il faut vraiment sortir de ce paradigme, soit on est résistant, soit on est soumis, mais que c'est beaucoup plus complexe, il faut aller vraiment dans cette complexité-là, parce que les femmes que j'ai rencontrées, elles étaient vraiment dans cette position de lutter sur plusieurs fronts. Il fallait faire des choix. Et souvent, elles ont fait des choix en sacrifiant des choses, et notamment leur vie personnelle. Du coup, je pense que c'est vraiment indispensable aujourd'hui d'essayer d'aller vers la complexité. Je dis ça parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir classer et caser les gens. Même, par exemple, je vous disais, sur cette période, on connaît beaucoup l'histoire de la Fatma Nsoumer. Beaucoup, entre guillemets, évidemment, mais son histoire est beaucoup plus complexe et c'est intéressant de voir comment parfois elle a dû aussi se soumettre à certaines normes patriarcales pour pouvoir aller lutter, par exemple, sur les champs, etc., de bataille. Et donc, voilà, pour moi, c'est important de finir avec cette idée-là, que ce qui est intéressant avec le concept d'agency, c'est vraiment de mettre en avant cette complexité et cette compréhension de l'histoire, de voir qu'il y a encore effectivement beaucoup de travail à faire sur cette période et du point de vue des femmes dans leur diversité, et notamment voilà, pour essayer d'aller plus vers comprendre les expériences de celles qu'on appelle des femmes anonymes et de tous les êtres qui étaient perçus comme inclassables, que d'ailleurs Taous Amrouche appelle les êtres flottants. Et du coup,
je voulais finir sur cette idée donc de cette soirée en fait où on est là tous en position d'écoute et d'acteurs en même temps, parce qu'on est clairement dans un travail de transmission, et je voulais vraiment insister sur l'importance de prendre en compte la complexité dans le travail de mémoire et de transmission. Et là, je m'adresse particulièrement à tous ceux qui n'ont pas vécu cette période comme moi, mais à qui on a transmis souvent à travers le corps, à travers même des mots, des histoires, des récits douloureux de cette période. Et c'est important pour moi d'insister que les protagonistes de cette histoire ne sont pas des victimes. Ça aussi. Et ça, c'est important de savoir et de comprendre que ce n'est pas des victimes, que toutes ces femmes-là et celles que on ne pourra jamais nommer parce que c'est malheureusement, l'histoire est ainsi, mais que ce sont des acteurs et des actrices qui ont fait, écrit et qui ont raconté l'histoire dans sa diversité. Et je pense que du coup, le défi aujourd'hui pour notre génération et ceux d'après, c'est bien entendu d'aider à la libération de cette parole. Parce que vraiment, pour Benjamin, dans cette idée de rédemption du passé, c'est vraiment cette idée de libérer une parole. Et ce que ça peut apporter pour celui qui va la dire, mais aussi pour celui qui va la recevoir, et notamment nous, les générations, encore une fois, je dis, qui n'ont pas vécu cette période, mais qui, à travers les mots des femmes qui vont nous parler tout à l'heure, on peut ressentir ça dans notre chair, en fait, et comprendre toute la douleur, mais aussi tout l'engagement et l'idéal. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a peu ou moins d'idéaux. Et donc, c'est important de laisser cette parole se libérer et de ne pas tomber aussi dans un héroïsme assez primaire et mythifié de l'histoire, et d'être vraiment rigoureux, d'éviter la simplicité, d'aller vers la complexité, notamment de ces histoires de famille, toutes ces micro-histoires qui sont pour moi des héritages, selon moi, très lourds de responsabilité pour les générations d'après, mais responsabilité parce qu'il faut transmettre ça, je pense, avec justesse et précision. Et du coup, pour terminer, je voulais juste particulièrement remercier les femmes présentes ici et qu'on va entendre tout à l'heure pour nous raconter un point important de l'histoire et qui est peu connu. Je remercie leur force et leur courage, parce que j'imagine que c'est pas évident de parler de ça. Et je remercie du coup aussi le Centre culturel pour l'organisation de cette soirée et la possibilité de prendre la parole. Et je remercie le travail d'Alexandra, donc Dols, le documentaire qui va être projeté, et tous ceux qui, ces dernières années, se battent et luttent à leur façon pour que des voix soient entendues. Merci beaucoup.